Qu'est-ce que le grand débat national a changé selon vous ? Écoutez, pour moi, il n'a pas changé grand-chose. Absolument rien. Ça a calmé les ardeurs de certains et de s'exprimer, c'est toujours bon. Le thème qui a émergé, selon moi, c'est le terme sur la fiscalité. La vieillesse, pour les personnes âgées. Et sur les injustices sociales qu'il va falloir très vite corriger. Vous auriez aimé être tiré au sort ? En tout cas, j'y serais allée. Pas particulièrement, non. Peut-être que ça allait m'intéresser, peut-être que là, ça allait m'ouvrir les yeux sur plein de choses et j'aurais pu donner mon avis. Non, parce que je trouve que je n'en ai pas ni les capacités, ni la tournure d'esprit. J'ai l'impression que même si on parle, on nous écoute pas, donc... 2 mois pour traiter en fait tous les problèmes qu'il y a en France, non, pas assez. C'est passé très vite et les gens n'ont pas forcément réagi suffisamment tôt. C'est peut-être pas suffisant, mais je pense que c'était pas possible de faire plus. Le grand débat national s'achève aujourd'hui. Ces 3 mois, ils ont été intenses. Au moment où le Premier ministre clôt 3 mois de grand débat, dans Ma Voix compte, le magazine citoyen de Public Sénat, nous donnerons la parole à Fabienne et David, tous deux tirés au sort pour participer aux conférences citoyennes. La première est naturopathe, le second étudiant. Ils nous expliqueront pourquoi ils ont choisi de poser stylo et pendule pour participer à cet exercice inédit. Nous irons également chez le sondeur OpinionWeb pour comprendre comment ils ont réalisé la synthèse des millions de contributions reçues. Mais avant, rencontre avec Nadia Belaoui, l'une des garantes de ce grand débat. Jusqu'au bout, elle aura joué le jeu. Pendant près de 3 mois, la secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement a mis ses fonctions de côté pour se porter garante du grand débat. Autant vous dire que les premiers jours, nous n'étions pas très sereins. Dans le contexte de très fort scepticisme qui a entouré le lancement du grand débat, celle qui a été avec ses 4 collègues en charge de veiller à une organisation impartiale et transparente du grand débat peut se réjouir. Au total, 1,5 million de personnes ont participé selon le gouvernement. Mes premiers mots, au fond, sont des mots de remerciement. De remerciement aux Français. À tous ceux qui ont pris le temps d'écrire une contribution. Justice fiscale, accès aux soins, simplification administrative, prise en compte du vote blanc, les contributions ont été nombreuses et la synthèse difficile à établir. Si le rôle de Nadia Belaoui s'arrête ici, elle a accepté de revenir sur ces 90 jours qui ont bousculé la vie politique du pays. Nadia Belaoui, bonjour. Bonjour. Le grand débat vient de se terminer, soulagée que ce soit fini ? Soulagée effectivement de pouvoir revenir à une vie normale, à mes activités associatives. Vous avez tout de suite accepté d'être garant de ce grand débat ? Oui, je n'ai pas beaucoup hésité. Souvenez-vous, la période était assez tendue et on ne voyait pas bien comment sortir de la crise sans cet effort effectivement de prendre en compte la parole de chacun. Qu'est-ce que vous avez évité ? Je crois qu'on peut dire qu'on a contribué à éviter un débat trop orienté ou trop centré sur l'action gouvernementale. Je crois que le Collège des garants a contribué à ce que ce débat devienne un débat de société et qu'il ne se réduise pas à un face-à-face entre les citoyens et le gouvernement. Vous avez participé à de très nombreuses réunions locales. Dans quel état vous avez trouvé le pays ? On sent différemment le poids des difficultés sociales selon que le territoire est enclavé, en difficulté, ou qu'au contraire, disons, on est préoccupé par le sort global du pays, mais sans être soi-même en difficulté. Ce qui est constant, c'est une vraie disponibilité pour l'échange, le sentiment que réapprendre à se parler de politique est quelque chose de vraiment important. L'ensemble des citoyens se sont-ils exprimés pendant ces 2 mois de consultation ? Est-ce que la participation, au final, aura été à la hauteur des espoirs suscités ? La réponse en faits et en chiffres, c'est l'heure de certifier conforme. Un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Tenir un grand débat sur tout le territoire français, Emmanuel Macron a-t-il tenu sa promesse ? D'après le gouvernement, 10 542 réunions ont été organisées en 2 mois. Mais un laboratoire de recherche, le Cevipof, a passé ce chiffre à la loupe et a trouvé beaucoup de doublons dans la liste.
D'après eux, il n'y a eu en réalité que 9 294 débats locaux, soit 1000 de moins qu'annoncé officiellement. Plus de 80% des réunions ont été organisées dans une aire urbaine. 339 ont par exemple eu lieu dans le Nord, contre 142 seulement dans le département plus rural de la Drôme. À première vue, on peut donc penser que le grand débat national a surtout concerné la France des villes. À première vue seulement, car il faut rapporter ces chiffres à la population. Plus de 2,6 millions de personnes vivent dans le Nord. Avec 339 réunions, cela fait une moyenne de 1,2 débats pour 10 000 habitants. La Drôme, qui n'a organisé que 142 débats, compte, elle, 516 000 habitants. Cela fait une moyenne de 2,7 débats pour 10 000 habitants, soit bien plus que dans le Nord. Dans ce grand débat, la France des campagnes s'est donc fortement mobilisée. Avec plus de 4 400 communes engagées, tous les Français, ou presque, ont eu accès à une réunion à maximum 20 km de chez eux. On peut donc dire que la promesse d'Emmanuel Macron, tenir un grand débat national partout sur le terrain, a bien été tenue. On vient de le voir, il y a eu près de 10 000 réunions d'initiatives locales. Dans la foulée, se sont tenues 19 conférences régionales et 4 conférences nationales. Était-ce nécessaire de lancer un deuxième échelon du débat ? C'était nécessaire, oui, précisément parce que tout le monde n'a pas participé aux réunions d'initiatives locales. Là, avec ces mini-France, on est allé chercher des citoyens tirés au sort et on les a organisés de façon à ce qu'ils soient divers, porte-parole de leur situation sociale, de leur âge, de leur genre. C'était important, oui. Eh bien justement, nous avons suivi David et Fabienne. Ils ont tous deux été tirés au sort pour participer à ces conférences. On les retrouve peu avant leur départ pour voir comment ils se préparent à cet exercice démocratique inédit. C'est l'heure du regard croisé. Je m'appelle David Reviriego, j'ai 21 ans, je suis étudiant, je suis d'origine bordelaise. Je fais du babysitting le matin et le soir pour financer ma vie tout simplement. Je suis arrivé à Paris il y a un peu plus d'1 an et demi et actuellement je prépare un concours. David fait partie des 70 jeunes tirés au sort pour la conférence citoyenne du Grand Débat National dédiée aux 18-24 ans. Souvent on est là, t'es jeune, tais-toi. Ben non, je pense qu'on est jeune, on a plein de choses à dire et donc c'est important qu'on nous écoute. Chaque matin, il se lève à 5 heures pour s'occuper de la petite fille qu'il garde, avant d'enchaîner sur ses révisions jusqu'au soir. À quelques jours de son concours, il a d'abord hésité à sacrifier 2 journées de préparation, avant d'accepter pour saisir ce qu'il considère comme une chance. Quand on a des élections, ce sont toujours les mêmes qui vont, puis c'est plus au talent d'orateur, au charisme, au réseau que parfois à la bonne idée. Donc moi j'estime que tous les citoyens français en fait ont leur parole, ont leur mot à dire dans le débat public. Donc ça permet peut-être de revaloriser cette parole publique aussi et de dire ben voilà, n'importe qui a le droit, t'es tiré au sort, t'y vas, t'as le droit. Départ pour Aix-en-Provence où il a rendez-vous avec d'autres jeunes dont il ignore tout pour l'instant. Quelques jours plus tôt à Orléans, une autre conférence citoyenne démarre. C'est l'une des 18 organisées pour représenter les différentes régions françaises. Beaucoup de retraités ont répondu présent. En tout, 73 participants tirés au sort ont accepté de débattre ensemble. Il paraît qu'il faut prendre un badge. Alors, dites-moi votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Fabienne. Fabienne, 60 ans, a fait 1 heure de route pour venir du Berry. Elle y travaille à son compte comme naturopathe et magnétiseuse. Une activité qu'elle a accepté de suspendre 2 jours pour participer à cette 2e phase du grand débat national. C'est important pour moi de participer aujourd'hui parce que c'est une façon de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice de cette société qui est un peu perdue, de tous ces gens qui sont un peu perdus, que je rencontre régulièrement dans mon travail. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Je ne suis pas militante dans l'âme et c'est une occasion pour moi du coup de participer différemment. Elle n'a pour l'instant aucune idée du thème sur lequel elle va travailler. Tout comme David. Il craint d'avoir à aborder des sujets techniques. Dans le train qui l'emmène à Aix-en-Provence, il se prépare comme il peut, en révisant les fiches qu'il a lui-même préparées pour chaque thème du grand débat. Si on ne prépare pas en avance, on ne peut pas en fait avoir des vraies propositions concrètes, applicables, et donc ça peut s'apparenter à du simulacre de démocratie en fait. Donc on n'a pas donné les moyens, mais je me suis donné moi-même les moyens de me préparer. Mais le gouvernement a fait le choix contraire, un exercice sans préparation. À Orléans, les citoyens découvrent donc les règles au fur et à mesure.
à commencer par le thème sur lequel ils vont travailler, déterminé au hasard par la couleur du badge qu'ils ont tiré au sort en arrivant. La couleur rose, c'est la fiscalité et les dépenses publiques. Assis à une table rose, Fabienne et ses voisins doivent imaginer ensemble un meilleur système fiscal. Le groupe est paritaire, 3 hommes, 3 femmes, guidés par un facilitateur. Le premier temps, ça va être temps de rédaction de post-it individuellement. Après, on va échanger, chacun dira ce qu'il a mis, on échangera sur ça, on les mettra là. Dans le groupe, tout le monde s'estime heureux de vivre dans un pays où les services publics sont jugés parmi les plus généreux au monde. Mais ils sont financés, disent-ils, par des impôts trop complexes et surtout injustes. On a évoqué effectivement une solution qui est intéressante, c'est-à-dire de ramener tous les impôts dans une seule assiette. Et du coup, ce serait un impôt beaucoup plus juste, que tout soit intégré, les impôts sur le revenu, immobilier, et que tout, du coup, soit mis en progressif. Le contrat qu'on vous propose de mener avec vous, c'est d'arriver demain soir avec entre 12 et 24 propositions, parce que vous pourrez faire 1 à 2 propositions par table. 2 propositions maximum par table. Pas facile de mettre tout le monde d'accord. Au fur et à mesure des discussions, 2 personnes quitteront la table de Fabienne. Que tout le monde ne soit pas d'accord, c'est normal, hein. Non, moi ça me convient bien parce que j'aime bien débattre et du coup c'est vrai que certaines personnes avancent des idées auxquelles on n'avait pas pensé, donc du coup on part après sur d'autres échanges et qui sont très enrichissants. Nadia Bellaoui, pourquoi avoir opté pour le tirage au sort plutôt qu'un appel à candidature par exemple ? Le tirage au sort nous a paru être le mode le plus ouvert, celui qui permettait de toucher au-delà des personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales, de pouvoir accueillir aussi des étrangers en situation régulière, considérant que la citoyenneté pouvait être plus ouverte lorsqu'il ne s'agit pas de voter, mais de participer à un débat. Il y a eu quelques difficultés à convaincre les tirés au sort de venir. Comment vous l'expliquez ? Il n'y a pas eu tant de refus que cela. C'est-à-dire que effectivement, beaucoup de freins très pratiques du quotidien peuvent expliquer que les personnes ne répondent pas systématiquement. Par exemple, quand on est une mère qui élève seule ses enfants et qu'on a un travail de technicien dans une entreprise où on travaille le samedi, il est compliqué d'obtenir de son employeur l'autorisation de se libérer pour une conférence citoyenne régionale. C'est en ce sens d'ailleurs que pour d'autres expériences de ce type, il faudra certainement se poser cette question-là de manière plus concrète. La question de la garde d'enfants, de l'indemnisation fait partie de l'effort collectif qu'on doit faire pour que la démocratie s'exprime aussi à travers des citoyens tirés au sort. Ces conférences, elles se tenaient sur 2 jours. Je vous propose de retrouver Fabienne et David pour la suite de notre regard croisé. À Aix-en-Provence, au milieu des pins, David a posé ses valises à The Camp, un lieu très Startup Nation. Sous le dôme, il a commencé les travaux avec 6 autres jeunes tirés au sort pour l'acte 2 du grand débat national. Il espérait débattre de citoyenneté, mais il a été assigné à un autre thème. Il y a 4 thèmes. Nous, on est la table bleue, donc c'est organisation de l'État. Donc c'est ce sur quoi on va travailler le plus pendant ces 2 jours. Une déception rapidement effacée par les échanges sur les inégalités du système scolaire. Certains en sont déjà sortis, d'autres sont engagés dans de longues études, mais tous dénoncent un ascenseur social en panne. À ma table, j'avais quelqu'un qui fait du commerce à côté de moi, il y avait une auto-entrepreneur, il y avait des étudiants en droit, il y avait une fille qui n'était pas à la fac. C'est assez dingue, je trouve que même si on a des différends parfois, ou des avis divergents par rapport à nos expériences personnelles et aussi nos opinions, je trouve vraiment qu'on arrive rapidement à trouver consensus, qu'on a vraiment des bases communes et on va dire des constats communs. À Orléans, on est déjà passé à l'étape suivante. Après le brainstorming, les participants de chaque table se sont mis d'accord sur 1 ou 2 propositions. Fabienne présente à la salle celle de son groupe sur la fiscalité. Dépenser mieux pour vivre mieux. Faire des économies par la réduction des doublons de toute nature et sur l'organisation de l'État, des collectivités et les réorientations vers des dépenses sociales prioritaires.
En tout, 23 propositions sont énoncées. Elles sont ensuite hiérarchisées par un vote de la salle. 7e proposition, percevoir mieux toutes les sommes dues à l'État. Qui a mis 2 étoiles? La proposition qui a recueilli le plus de 3 étoiles, c'est la proposition 9, un médecin pour tous. Meilleur accès à la santé, impôts plus justes, réduction du train de vie de l'État. Les propositions sont un peu différentes de celles des jeunes. À Aix-en-Provence, les 18-24 ans réclament avant tout une transition écologique plus ambitieuse. On trouve ça primordial d'instaurer un cadre légal contraignant afin de permettre justement la transition écologique et de construire une société durable et équitable. Écologie dans les programmes scolaires, aide étudiante solidaire. Les propositions sont très concrètes. Les jeunes veulent maintenant qu'elles soient appliquées. Et pour ça, David va lancer un appel au gouvernement. Alors il demande le micro pour s'adresser à la salle. J'ai pris l'initiative et d'autres m'ont rejoint d'écrire une tribune en fait, qu'on va essayer de publier dans la presse en début de semaine prochaine, qui s'intitule « Cher gouvernement, ne laissez pas nos propositions tomber dans l'oubli ». Comme lui, beaucoup s'interrogent sur la suite du grand débat. Après, en vrai, je reste dubitatif pour la suite. Et d'où la tribune pour dire hello, là, tu vois les gars, on lâche pas. Et, je soutiens. C'est vrai, mais merci beaucoup. Voilà, je lirai avec attention. Bon, mais ça roule. Sur 70 participants, 26 vont signer sa tribune au gouvernement. David repart enthousiaste prendre le train qui le ramène à Paris. Mais il a peur que tout ça ne soit qu'une opération de communication. Je sais pas si on a des craintes, mais on est sceptique, c'est un exercice qui est inédit. Donc évidemment qu'on est sceptique, parce qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République, donc on attend de voir. Mais c'est un petit peu, je pense, pour mettre un gentil coup de pression au gouvernement, en lui disant, voilà, maintenant il va falloir y aller, c'est à vous de jouer. Bonjour. Dans le Berry, Fabienne a repris ses activités de naturopathe magnétiseuse. Tu dors mieux? Je fais encore des cauchemars tôt le matin. Le grand débat est maintenant terminé. Comme David, elle a peur que les propositions qu'elle a contribué à écrire ne soient pas prises en compte. Ce que je crains, c'est qu'effectivement, ça soit mis de côté, qu'on dise, bon, on n'a pas le temps, on a des urgences, il y a les européennes, après il y a ci, après il y a ça. Vous savez, il y a toujours autre chose à faire quand on ne veut pas faire ce qu'il faut. Hein. Depuis qu'elle est rentrée d'Orléans, Fabienne, pas vraiment militante au départ, voudrait s'engager davantage, mais pas dans un parti. Elle aimerait que les citoyens soient associés plus souvent aux décisions des dirigeants. Ce serait très bien que ces genres de débats continuent, comme il s'est fait là pour nous, au final. Hein. Ces étapes de 6, au lieu de dire... Bon, il y avait la parité, hein, au lieu qu'il y ait 6 citoyens tirés au sort, il pourrait y avoir 3 citoyens et 3 élus qui pourraient être aussi, pourquoi pas, tirés au sort. Hein. La conférence n'a duré que 2 jours. Trop court pour beaucoup de participants qui n'ont pas envie de refermer cette porte ouverte à plus de participation citoyenne. Nadia Bellaoui, plus de 70 personnes réunies à Orléans, en l'occurrence, pendant 2 jours. L'idée était de montrer qu'ensemble, il est possible de faire émerger un consensus. Pas forcément un consensus, mais des propositions qui paraissent, au plus grand nombre, aller dans le bon sens, effectivement. Est-ce que vous avez des exemples ? Il y a des propositions concrètes. Par exemple, l'attachement au service public est quelque chose qui est systématiquement rappelé. Et si la question se pose de l'impôt, de sa justice, de la modalité de l'impôt, l'idée qu'il faille maintenir un niveau de service public très important dans ce pays est quelque chose qui fait clairement consensus. Est-ce qu'avec ces conférences régionales, on tient une méthode ? Les gouvernants doivent s'appuyer davantage sur la population à un moment pertinent du processus, peut-être ralentir quelquefois, puisque la démocratie, c'est aussi ça, prendre le temps d'écouter, de changer d'avis et ne pas forcément considérer qu'une réforme conduite au pas de charge est une bonne réforme parce que d'une certaine manière, elle aurait empêché d'en discuter. Ce grand débat, est-ce la preuve qu'on peut se passer désormais des corps intermédiaires ?
Ce grand débat ne montre pas cela, au contraire. J'ai été particulièrement intéressée par l'université populaire d'ATD Quart-Monde à laquelle j'ai participé à Reims. Il s'agissait là d'un public particulièrement défavorisé, en difficulté. Beaucoup de personnes sans domicile fixe, de foyers dans des situations vraiment difficiles. S'il n'y avait pas eu un travail préparatoire de plusieurs semaines, comment ces personnes auraient-elles pu dire des choses construites sur les dépenses publiques, ce qu'elles ont réussi à faire par l'intervention de bénévoles d'ATD Quart-Monde qui les ont accompagnés, qui ont été au service de leur réflexion. Sans cela, on en reste justement à de l'expression de colère, d'indignation ou de demande, mais on n'arrive pas à construire une vraie délibération. Alors Nadia, si ce grand débat est une première en France de par son ampleur, les doléances nous ramènent des siècles en arrière. Je vous propose qu'on se rende aux archives nationales pour une plongée troublante dans l'histoire. On y va ? On y va. C'est parti. Voilà, Madame Belaoui, un cahier de doléances qui date d'avril 1789 et qui est issu du bailliage de Nemours, en Seine-et-Marne. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder quelques-unes de ces doléances qui font particulièrement écho à la situation du grand débat. Je lis. Il faut que les commettants, les électeurs, soient à portée de juger leurs députés par ses œuvres et d'en nommer un meilleur à des époques très rapprochées si le zèle ou les talents ou les forces de celui qu'ils avaient choisi n'ont pas entièrement répondu à leur attente. C'est très impressionnant effectivement de voir la profondeur de cette question de la représentation, de la délégation. Et, les réseaux sociaux n'ont pas radicalement changé la manière dont la question se pose. Voici ce qu'on lit en avril 1789. Chacun doit contribuer selon ses revenus. Personne ne doit contribuer ni moins, ni au-delà de ce que permet son revenu. Et pour cette contribution régulière, chacun doit jouir de tous les avantages communs que la société peut assurer à ses membres et du profit de tous les services publics. C'est comme si on retrouvait aujourd'hui les mêmes mots. C'est saisissant. Oui, c'est saisissant. Oui, vraiment, c'est saisissant. On se rend compte avec ces doléances de 1789 de préoccupations similaires avec celles d'aujourd'hui. Absolument similaires et exprimées avec des termes très proches, effectivement. C'est assez impressionnant, déstabilisant à vrai dire. Suite à ces cahiers, il y a eu des changements à l'époque dans la vie des gens. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il en sera de même ? Je crois qu'effectivement, il y aura des changements. Ce grand débat est le résultat d'une crise profonde et d'une manifestation immédiate. Ce mouvement social des Gilets jaunes, avec les blocages qu'il a provoqués aussi dans le pays. Et donc, cette conscience qu'il nous faut des sorties de crise non violentes par le débat doit amener certainement nos gouvernants à changer leur manière de décider, d'agir, peut-être en sollicitant davantage la population, sa capacité à apporter des solutions. Eh bien, nous nous sommes rendus dans les sociétés, les institutions chargées de collecter et d'analyser ces centaines de milliers de contributions. Une entreprise inédite, là aussi, vu le nombre de participations. C'est l'heure de l'idée neuve, un reportage en partenariat avec Reporters d'Espoir. Mesurer les intentions de vote, le pour ou le contre, ici on a plutôt l'habitude. Mais lorsqu'il s'est agi de synthétiser les réponses à des questions ouvertes, et forcément plus complexes, pas si simple. Surtout quand on comptabilise plus de 2 millions de contributions. Oui, clairement, ce qui est difficile, c'est l'analyse des questions ouvertes, puisqu'il s'agit d'analyser du texte, des contributions qui sont libres, qui sont écrites, avec des niveaux de développement qui peuvent être très différents. Il y a des personnes qui ont répondu à une question en 2 mots, en 3 mots, et d'autres qui ont écrit une page entière pour répondre à cette question. Des mots en équation, des lignes de code, scrutés par l'intelligence artificielle. Le logiciel d'analyse textuelle employé établit un premier regroupement des mots les plus utilisés.
Une prouesse pour ce programme capable d'associer des expressions ou des mots qui expriment la même idée. Prendre en compte le vote blanc, calculer le vote blanc, intégrer le vote blanc dans les résultats. Donc tout ça, ça tourne autour du vote blanc, d'accord ? Et à un moment donné, on va l'appeler d'une certaine façon. Et ça, c'est pré-catégorisé par les outils. Et surtout, ça passe à une phase humaine, parce qu'on veut surtout rendre lisible et compréhensible par tout un chacun les éléments qui parlent de la même chose, mais qui sont exprimés de façon différente. Des outils numériques au service de la démocratie qui permettent aussi de détecter les contributions postées par des lobbies. On a vu effectivement des questionnaires totalement identiques. Donc on sait identifier que quelques associations ont demandé à leurs membres probablement de répondre exactement à la même chose au questionnaire. Et donc on peut avoir 500, 1000 parfois questionnaires totalement identiques. Ce qu'on peut juste dire, c'est que aucun d'entre eux n'est d'un volume suffisant pour tordre les résultats. Un travail sémantique précieux pour les hommes politiques d'aujourd'hui et pour les historiens qui, dans plusieurs siècles, ne manqueront pas de se pencher sur les doléances de cette France de 2019. Nadia, quelle garantie a-t-on quant à la restitution fidèle de ce qui a été exprimé ? Des prestataires ont été choisis par la mission organisatrice du Grand Débat et notre rôle comme Collège des Garants a été de les questionner sur leur choix méthodologique et de veiller effectivement à ce que la restitution soit fidèle à la parole émise, que ce soit avec les mots des Français qu'on présente les résultats de ce grand débat. Vous avez exigé des garanties. L'open data est la principale garantie. Nous avons veillé à ce que toute la matière soit accessible à la recherche, mais aussi en temps réel à des prestataires qui sont susceptibles d'apporter une lecture différente que celle du gouvernement, ce qui permet justement d'avoir un débat contradictoire autour de ce qui aura été collecté comme parole citoyenne. Qu'est-ce qui pour vous serait un échec ? Disons, ma déception viendrait, en tout cas pour ma part, si ce grand débat finalement n'était qu'une parenthèse et que la vie politique puisse retrouver son cours habituel sans être réellement transformée par ce moment particulier. Merci Nadia. Merci à vous. Avant de se quitter, on a demandé aux Français s'il fallait poursuivre ce débat de manière permanente. Ce serait intéressant, déjà de le prolonger même sur un quinquennat par exemple. Non, je ne crois pas que ce soit une solution de gouvernance. On peut garder un mécanisme de consultation du grand public, on va dire, mais il ne faut pas oublier de prendre des actions et d'avancer quand même. Alors peut-être pas forcément sous la forme de grands débats tout le temps, mais en tout cas ce genre d'interaction entre nos politiques et la société, oui, je pense que c'est formateur.